Salut, c'est Marion Denis et vous écoutez Jeune et Brillant. Un podcast qui met en lumière les jeunes, leur parcours, leurs envies, mais aussi leurs moments de vie. Ici, on parle de tout sans tabou. Dans ce nouvel épisode de Jeune et Brillant, je suis allée à la rencontre de Moussa Camara, entrepreneur engagé depuis plus de 16 ans. Nous le savons, l'éducation se trouve à un carrefour décisif et la nécessité de former des jeunes prêts à affronter les défis du XXIe siècle n'a jamais été aussi cruciale. C'est dans ce contexte que Moussa Camara, entrepreneur et fondateur de l'association Les Déterminés, se distingue par son approche de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Son engagement à fournir aux jeunes des outils et des opportunités pour réussir est non seulement inspirant, mais également essentiel pour construire une société résiliente et prospère. Lors de notre entretien, Moussa partage sa vision, ses réussites et ses futurs projets, offrant un regard sur l'avenir de l'éducation et l'importance de l'entrepreneuriat comme moteur de changement social. Moi, je me présente, je suis Moussa Camara. J'ai grandi à Cergy, Pontoise, dans le Val d'Oise, et dans un quartier qui s'appelait la Croix-Petit. C'est là où j'ai commencé un peu mon engagement associatif. Moi, j'ai eu un parcours assez classique, on va dire. J'ai fait mes études jusqu'au bac professionnel. À la suite de la fin de mon bac pro, j'ai voulu me lancer dans le monde du travail. En 2007, j'avais créé une première asso aussi à l'époque qui s'appelait Agir pour réussir. Et par la suite aussi, j'ai créé Les Déterminés. C'était quoi votre bac pro ? C'était un bac pro logistique. Et ça vous a plu ou pas ? Ouais, ça me plaisait, franchement. En plus, j'ai eu la chance de faire des stages à l'époque en intérim. Et avant même de rentrer dans la filière logistique, je savais un peu de quoi ça parlait, quoi. Après, c'est un métier de réflexion, c'est un métier d'analyse. Franchement, j'aimais bien, j'ai bien aimé. Mais pour autant, vous n'avez pas voulu continuer ? Non, j'ai pas continué parce que j'ai eu d'autres opportunités. Mais ouais, je ne l'ai pas fait par vocation. Je l'ai fait parce que c'était une filière qui m'intéressait, mais pas plus que ça, quoi. C'était pas une filière forcée, quoi. C'est pas vos profs qui vous ont dit d'aller là-dedans ? En fait, c'était une filière, en gros, j'avais pas le choix. Je voulais pas faire un truc... j'avais fait deux ans de BEP compta. Ça m'intéressait pas tellement. Même si j'étais bon assez en compta, mais je me voyais mal derrière un bureau et des chiffres et tout. C'est dur la compta. J'ai pas trouvé ça aussi dur. En plus, je suis pas extrêmement bon en maths. Mais en vrai, ce qui m'intéressait dans ça, c'était la logique de calcul. En fait, comprendre un peu et tout, etc. Et en fait, c'est ça qui m'avait beaucoup aimé. Mais je me projetais pas dans un métier de comptable. Et après, j'ai voulu changer parce que voilà, j'étais en filière professionnelle et j'avais pas des choix. J'avais pas des choix illimités, quoi. Tu avais soit des filières production, maintenance, mécanique. Moi, je suis un peu moins à l'aise dans ces métiers un peu techniques. Et du coup, la logistique, ça me paraissait être le bon, on va dire, le bon juste milieu entre l'aspect technique et l'aspect un peu administratif, service, etc. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers là. Mais j'avais pas une vocation poussée dans ce secteur-là. Et vous aviez des rêves quand vous étiez enfant quand même, ou plus jeune ? C'était quoi votre rêve ? Moi, mon rêve, quand j'étais plus jeune, ouais, j'avais un rêve. C'était un rêve où je raconte souvent, c'est l'idée de devenir maçon. Maçon pour construire ma propre maison, pour construire des maisons. En fait, voilà. J'avais cet imaginaire, voilà, où on posait des questions. Quand on était plus jeune, il y en a, ils se rêvaient être astronautes, il y en a, ils voulaient être footballeurs professionnels, il y en a, ils voulaient être journalistes, il y en a, ils voulaient être tous les métiers qui font rêver des enfants. Et moi, je voulais être maçon. C'est drôle. C'était un paradoxe parce que et moi, tout le monde rigolait, mais je leur disais, c'est moi qui va construire vos maisons et c'est moi qui va construire ma propre maison. Finalement, je suis jamais devenu maçon. Ce rêve Vous pouvez toujours évaporer avec l'âge. Je suis dans ce métier trop technique. En 2015, vous montez Les Déterminés ? En 2015, ouais, à peu près un peu avant la réflexion, est venue en 2013.
je faisais beaucoup de voyages à cette époque-là, entre 2011 et 2013, aux US. Et je voyais comment, aux États-Unis, ils arrivaient à utiliser un peu le levier économique pour avoir un impact auprès des populations et des communautés qui étaient un peu éloignées. Et du coup, éloignées des opportunités d'emploi, éloignées de la réussite éducative, de toute forme de réussite. Et en fait, quelques entrepreneurs philanthropes, ils investissaient beaucoup de leur argent pour essayer de créer une émancipation sociale, culturelle et économique de ces populations. Et en fait, quand j'ai vu ça, ce qui m'a touché au-delà de l'économie, c'était de se dire, ah ouais, en fait, l'économie, c'est aussi un levier pour aider plus de monde. Je me suis dit, mais en réalité, moi, en plus, à l'époque, j'avais aussi monté ma première entreprise dans les télécoms et dans l'informatique. J'avais 21 ans. Et je me suis dit, ouais, en fait, on ne peut pas juste être entrepreneur et pas forcément avoir d'impact, mais on peut être un entrepreneur en ayant un impact. Et en fait, en 2013-2014, je fais cette réflexion de me dire, ok, moi, je viens d'un quartier, je vois beaucoup de jeunes qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont envie de créer un certain nombre de choses, mais ils n'ont pas l'opportunité de le faire. Et moi, ma mission, ça va être de créer des passerelles, des ponts, pour qu'ils puissent aussi réaliser leurs projets, trouver un job, créer leur entreprise. Et s'ils réussissent bien, bah, finalement, leur entreprise elle va être valorisée et elle peut aussi créer des emplois, elle peut aussi créer de la richesse. Et donc, dans mon schéma, je me suis dit que l'entrepreneuriat pouvait être aussi un levier. Et c'est comme ça que je crée les Déterminés. Cette réflexion, elle est arrivée comme ça. Et après, les Déterminés, aujourd'hui, c'est une structure associative qui est un programme d'accompagnement où on accompagne des personnes qui veulent développer une entreprise par le biais de formations d'intervenants, etc. C'est une sélection. Derrière, une fois qu'ils sont sélectionnés, ils sont dans un programme pendant 6 mois en présentiel. Et pendant 6 mois, ils sont accompagnés chaque étape de la création de leur entreprise. Et dans chaque étape de la création de leur entreprise, ben en fait, ils ont des mentors, ils ont des rencontres, ils ont des gens qui viennent aussi on va dire, les challenger par rapport au modèle économique de leur business. Ils travaillent sur leur marché. Et en plus, ce qu'on a réussi à faire, c'est d'avoir des gens diplômés comme des gens qui ne sont pas diplômés dans le même programme. Des gens qui sont des primo-entrepreneurs et des gens qui n'ont jamais entendu de... Voilà, qui peut-être qu'on lancé une première boîte, qu'on lâché, d'autres qui n'ont jamais entendu parler de ce que c'était l'entrepreneuriat. Mais ce qui les réunit chez nous, c'est cette volonté de porter un projet et de faire vivre le projet dans lequel ils sont. Okay. Alors, ils ne vont pas tous réussir, mais en même temps, ils font l'effort d'aller au bout d'un projet, d'une idée dans lequel ils s'investissent, dans lequel ils font beaucoup de sacrifices, dans lequel ils travaillent beaucoup. Et nous, on essaie juste de les mettre dans les bonnes conditions pour faire en sorte qu'ils puissent réussir. Et vous suivez combien de jeunes ? À ce jour, depuis 2015, 14, fin 2014 et 2015, c'est plus de 1500 personnes qu'on a accompagnées. On arrive bientôt aux 1600 personnes. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 700 boîtes qui sont lancées, qui sont sorties de nos programmes. Ça fait plus de 50% de ces boîtes, au bout de 3 ans, elles sont encore en vie chez nous. C'est ouf. Ouais, c'est plus d'1 millier d'emplois créés directs et indirects. Et c'est c'est quelques millions de chiffres d'affaires générés de toutes les boîtes cumulées, on va dire, qu'on a accompagnées. Donc c'est pas mal. C'est en 10 ans, on a réussi à faire ça, en presque 10 ans. Et aujourd'hui, je pense que le travail n'est pas fini. Mais moi, je le dis souvent que nous, on a utilisé l'entrepreneuriat comme un levier d'émancipation. C'est pas, en fait, l'idée, c'est pas de dire que tout le monde va réussir par l'entrepreneuriat, mais c'est de faire en sorte que les gens qui veulent entreprendre puissent être dans un état d'esprit d'entrepreneur, et demain qu'ils entreprennent ou pas, ou qu'ils aillent dans un job classique, ben en fait, avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui se lève tous les matins, c'est quelqu'un qui n'attend pas qu'on fasse à sa place, c'est quelqu'un qui va créer des opportunités, c'est quelqu'un qui peut parfois chuter, mais il se relève, il trébuche, mais il se relève. Parfois, il peut échouer, mais il renaît de son échec. Et du coup, c'est cet état d'esprit qu'on essaie d'insuffler auprès des jeunes et des moins jeunes qui viennent dans nos programmes. Ces jeunes-là, ils postulent du coup au programme. Ils postulent déjà au programme, ils participent
à, à toute la partie suivi, accompagnement, préparation avant de rentrer. On fait des réunions d'information. Ils viennent d'eux-mêmes. Après, nous, Vous en refusez ou pas? on en refuse énormément parce que malheureusement, on a un parti pris où on ne peut pas accompagner tout le monde. Ouais. On ne va jamais lancer des programmes de 100 personnes en même temps. C'est pas possible, c'est pas gérable. Et l'objectif, c'est d'avoir en moyenne, une vingtaine de personnes par promo pour que le temps d'accompagnement, le temps à la personne, le temps qu'on passe avec les intervenants Ça soit puisse qualitatif. puisse être qualitatif. Et en même temps, nous, on est beaucoup dans l'humain. C'est pour ça que la totalité de nos programmes, c'est en présentiel. C'est vraiment pas du distanciel. On a besoin d'être avec les gens, on a besoin de passer du temps, de les faire évoluer, de les faire grandir, de voir comment ils évoluent, comment ils réfléchissent un peu sur leur projet. Et derrière ça, ça prend du temps. Et du coup, la sélection est très sélective. Mais à l'arrivée, une fois qu'ils sont dedans, voilà, on sait qu'on s'accroche pendant longtemps, quoi. Et ça dure combien de temps le programme? 6 mois. Et c'est Minimum, gratuit. mais en réalité, ça dure plus longtemps parce que même après le programme, on continue à les suivre, on continue à les accompagner, on est là avec eux, quoi. On ne les lâche pas dans la nature une fois que le programme est terminé. Ouais, genre ils reviennent et tout. Ils reviennent, il y a un club des anciens où ils participent, etc. Il y a pas mal de trucs, quoi. Est-ce que entre eux, ils créent des liens? Ouais, beaucoup. Ils se connaissent pas pour la plupart des fois. Ils viennent, ils se connaissent pas et à la fin, jusqu'à aujourd'hui, Ils deviennent potes? ils sont en lien, ils s'entraident dans leurs projets. Parfois, certains s'associent. Parfois, il y a des collaborations. Naturellement, il y a un lien, il y a un lien d'entraide qui est créé. Et c'est même pas que dans les mêmes promos, c'est entre toutes les promos d'entrepreneurs. Voilà, et ça, je trouve ça. C'est un truc auquel vous aviez pensé avant? On n'y a pas pensé parce que c'est pas le but du projet, Ouais. mais ça s'est créé Ça s'est fait naturellement. naturellement, ouais. Parce que en fait, le projet déterminé, il est profondément humain. Avant d'être un projet entrepreneurial de programme classique. C'est-à-dire c'est des gens, c'est des êtres humains qui sont là avec leurs faiblesses, avec leurs doutes, avec leurs forces, avec leurs talents, avec tout. Bah, finalement, voilà, il y a des histoires qui s'enrichissent. Et en plus, le fait que, moi je dis souvent, c'est des gens qu'on regarde qui ont des parcours différents, des expériences de vie différentes, ils viennent de caractères différents, ils viennent de territoires différents, et du coup, chacun alimente. Moi, je dis souvent que dans les programmes des déterminés, j'ai l'impression d'avoir une mini-France. C'est vraiment représentatif de ce qu'on a en France. Aujourd'hui, tu as des gens qui viennent de villages, tu as des gens qui viennent de quartiers populaires, tu as des gens qui viennent parfois qui viennent de l'étranger, qui ont des origines étrangères, qui sont venus en France pour des études ou parce qu'ils ont tout leur pays et tout. Et c'est magnifique. On avait une jeune qui venait de la Chine, qui arrivait, qui parlait pas très bien français. Et finalement, elle s'est adaptée, elle a fait un projet. Avec son réseau entre ces deux, on avait une jeune ukrainienne qui est venue il n'y a pas très longtemps et qui développe une entreprise. Et qu'en région, tu vois, on a des jeunes qui sont d'origine africaine, qui viennent aussi, etc. Et on a aussi des jeunes français de tout horizon qui sortent de partout. C'est bien d'avoir une vision globale comme ça dans cet écosystème, parce que même moi, en tant qu'entrepreneur, demain j'ai un projet et que je vais développer, ou j'ai une entreprise que je vais développer, bah, je fais rien qu'une étude chez les déterminés. Voilà, comment toi tu vois mon projet avec ton œil à toi, et toi, etc., etc. Et en fait, là, j'ai une lecture différente de ce que moi je dois apporter. À quelle cible, comment toucher cette cible, comment voir ce qui va plaire, ce qui va pas plaire, et c'est trop bien. Et vous êtes implanté du coup en région aussi? Ouais, on est dans plus de 20 villes en France, hein. Dans plusieurs villes, hein, que ce soit à Mulhouse, que ce soit à Nancy, que ce soit en Normandie, à Rouen, Caen, Le Havre, que ce soit dans le nord, à Lille, à Roubaix, Tourcoing ou à Dunkerque, que ce soit dans le sud de la France, à Marseille ou à Montpellier, ou à Bordeaux, ou à Lyon, ou dans plein de villes, quoi. Je sais même plus les compter maintenant. C'est vous qui êtes à la tête de tout ça, du coup? Ouais, c'est moi qui l'a fondé. Et qui avait développé dans toute la France et tout. Au début, c'était un petit projet, on a commencé doucement, avec une ou deux promos, et après, ça a grandi, quoi. Et vous aviez cet objectif-là? Pas l'objectif direct de me dire que je vais en faire un projet au niveau national, mais ça s'est fait par des rencontres, par des opportunités, par aussi des besoins. Quand on a commencé à être visible et tout, il y a des gens qui candidataient partout de toute la France.
Et je me suis dit, bon, ils ne peuvent pas tous venir faire un programme ici en Île-de-France. Il faut aussi qu'on réfléchisse à trouver des moyens pour pouvoir développer le programme dans les territoires. C'est comme ça que ça s'est fait. Est-ce que vous avez un exemple d'un jeune qui a un parcours assez inspirant qui vous a marqué? Il y en a plein. J'ai eu plein d'exemples, plein de parcours. Je me rappelle de la deuxième promotion où on avait lancé le projet. La deuxième promotion des déterminés, c'était à Paris, dans le 7e arrondissement. Et on fait une série d'entretiens. Et là, il y a une jeune fille qui arrive devant les portes de là où on faisait les sélections. Parce que nous, notre idée, c'est toujours faire nos programmes et nos sélections en dehors des territoires et en dehors des quartiers. On Ça, les fait j'avais toujours entendu, dans les centres-villes pour que les gens y sortent et tout. Et en fait, elle, quand elle est arrivée, elle était impressionnée du lieu, du lieu où on était. 7e arrondissement. Et du coup, elle a voulu retrousser le chemin. Et moi, je la rattrape. Je dis, oh, pourquoi tu es venu pour faire une sélection, un jury, un passage de jury dans les déterminés? Elle me dit oui et tout, mais franchement, laisse tomber, c'est pas pour moi et je vais jamais le prix. Et je me dis, mais non, faut pas réfléchir comme ça. Au contraire, moi, le programme, je l'ai fait pour des gens comme toi. Donc vas-y, teste, parle avec le cœur, présente ton projet. Et il n'y a pas de raison que tu sois pas retenu si jamais ton projet tient à la route et que toi, tu as une belle personnalité. Donc vas-y, arrête de te limiter. Finalement, elle a passé la porte, elle a fait l'entretien. Et elle avait un projet de cosmétique, etc. Elle a essayé de développer le plus possible son projet qui n'a pas forcément bien fonctionné. Donc elle s'est remise en question et grâce à ça, ça lui a permis de reprendre les études. Et aujourd'hui, elle a gagné confiance en elle. Elle a parlé devant une salle de 500 personnes au micro. Tu vois, et à la base, elle n'osait même pas franchir le pas. Et ça, je raconte souvent cette histoire parce qu'elle n'a pas entrepris, mais dans sa vie aujourd'hui, dans comment elle est, ce qu'elle fait professionnellement, aujourd'hui, elle a un job, elle a passé des diplômes, elle a un bac+5. Et ça l'a transformée, ça l'a changé sa vie. Et je pourrais parler de succès d'entrepreneurial. Quand je pense à Amadou Banlieusard Nouveau qui a créé son média, qui est arrivé avec une page internet à 2000 followers. Aujourd'hui, il a un média, il a une agence, on le sollicite partout pour mettre en avance. Et en fait, et en même temps, à côté, il y a un truc un peu engageant où il raconte des histoires positives de gens qui viennent de la banlieue et qui sont pas forcément dans la lumière. Et des projets comme ça, il y en a des masses. Voilà, et qui réinventent des solutions dans la santé, dans le transport, dans la food, etc., etc. Plein de réussites, plein de succès. Et on souhaite que ça continue le plus longtemps. Et justement, vous parliez là, de prise de parole en public, tout ça. Dans votre programme, il y a des... Ouais, il y a des ateliers là-dessus, quoi. On les prépare au pitch, on les prépare à tout ça, quoi. Et est-ce que vous pensez que le système éducatif est adapté pour développer cet esprit d'entreprise chez les jeunes? C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, l'école, elle est assez bloquée. Il y a un certain nombre de blocages entre parfois des syndicats, des institutions, etc., où le lien entre l'école et l'entreprise est très compliqué à faire. Or que pour moi, il est primordial. Il faut un lien entre l'entreprise et l'école. Et dès le plus jeune âge, c'est important. Voilà, moi, je vois que dans les écoles, par exemple, nous, la prise de parole, on n'osait pas parler. On n'est pas un pays où on éduque les enfants à la prise de parole. Ouais. Moi, quand j'allais à Washington, dans des écoles primaires, je voyais les enfants qui se présentaient à 5, 6 ans, 7 ans, ils prenaient la parole. Et ils savaient s'exprimer ou exprimer une idée. Nous, c'est un peu plus littéraire, écriture, etc. Et je pense que c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut revoir le système éducatif pour que les plus jeunes, dès le début, à les mettre dans un état d'esprit, pas d'entrepreneur, pas d'entreprise, mais de les préparer au monde et à l'environnement qui va, dans quelques années, qu'ils devront confronter et qui parfois, par une timidité, par un manque d'assurance, par un manque de savoir s'exprimer correctement, bah, ça peut aussi parfois les bloquer et de les mettre en difficulté. Donc pour moi, plus on le fait plus tôt, plus on prépare le terreau qui sera fertile et qui va donner des bons fruits ou des belles opportunités à nos enfants pour plus tard, pour les préparer au monde du travail, au monde de l'entreprise, etc. Donc il est primordial, c'est comme aller faire découvrir le monde de l'entreprise
aux enfants pour leur donner des idées sur la réalité de ce qu'ils peuvent faire dès l'école, pour moi, c'est primordial, c'est important de le faire. Vous, c'est vraiment les States qui vous a inspiré? C'est pas que les States, c'est tout, c'est la réalité, c'est moi aussi ma vie, c'est aussi le fait que nous, on n'avait pas... on avait des manquements, il nous manquait pas mal de choses. Moi, je sais que, voilà, moi, j'ai grandi dans un quartier populaire et la plupart des gens, on n'avait pas d'idée, on n'avait pas de rêve. Parce que ce qu'on voyait autour de nous, c'était, ça ne te faisait pas rêver. Et du coup, peut-être que si on avait été plus jeune, on avait été confronté on avait été voilà, poussé à aller visiter des musées. Nous, on ne visitait même pas de musée à l'époque. On apprenait ça dans les livres, mais on habitait en région parisienne. Jamais on est parti aller visiter, il n'y avait pas ça. Vous sortiez pas de... On sortait pas quartier? parce qu'il n'y avait pas les moyens. Après, à l'époque, il y avait le plan Vigipirate dans les années 95, donc toutes les sorties étaient presque annulées et tout. Et après, on n'a pas eu l'opportunité de découvrir, on va dire entre guillemets, ce qu'on devait découvrir plus jeune. Ouais. Du coup, on est arrivé avec un imaginaire qui n'était pas forcément la réalité, parce que tu es confronté à des freins. Tu es confronté à des difficultés et tu ne peux pas passer au-dessus de ça. Donc pour moi, il est important dès le plus jeune âge de mettre ça dans la tête des enfants. Et vous, c'est à quel âge que vous êtes parti de votre quartier du coup? Moi, je suis presque jamais parti, mais j'ai pris conscience à partir de l'âge de 17-18 ans qu'il fallait s'engager, que c'était important. Que pour changer les choses, il ne fallait pas attendre que ça vienne des autres, que personne ne se préoccupait de votre problème. C'était vous-même. Il fallait bouger, il fallait créer des opportunités de faire en sorte que les choses réussissent. Et c'est comme ça que ça m'a donné envie de m'engager. C'était quoi la première asso que vous avez montée? C'était Agir pour réussir. C'était une association locale dans la ville où on faisait pas mal d'actions citoyennes, on faisait du lien social, on faisait des opérations, on créait des événements, des fêtes de quartier où on mobilisait tout l'ensemble des habitants. C'était intéressant, c'était une super époque. Parce qu'en même temps, on découvrait, on faisait nos premières armes de l'engagement. Ça a commencé comme ça. Vous étiez tout seul ou avec... Non, j'étais avec des amis, quelques amis, et on avait une forte capacité de mobiliser les habitants, surtout dans le quartier. Vous étiez un peu les stars du quartier ou pas? Oh, pas les stars, mais on était des gens très engagés qui étaient soucieux du bien commun, on va dire. Ouais. C'était ça. Ok. Vous donneriez quoi comme conseil du coup aux institutions pour rapprocher l'école de l'entreprise? Comment on pourrait faire? Déjà, moi je conseille déjà aux institutions d'aller voir ce qui se passe aussi à l'extérieur, Ouais. de regarder ce qui marche, des modèles qui peuvent fonctionner et de se dire comment on peut aussi mettre ça dans nos écoles, de beaucoup collaborer avec le tissu associatif local parce qu'ils ont les jeunes, ils connaissent les problématiques et je sais que plus on crée des liens comme ça, plus ça crée de l'ouverture. Ouais. Et surtout, il faut que ça soit une politique au-delà des établissements, que ça soit une politique nationale qui soit lancée à l'échelle nationale. C'est-à-dire aujourd'hui, les profs et les directeurs d'école, ils font ce qu'ils peuvent avec moins de moyens, dans des conditions qui parfois ne sont pas forcément les meilleures. Et du coup, déjà, il faut essayer de mettre tout ça à niveau. Il faut donner de la liberté aux directeurs d'école, de prendre des initiatives, de travailler avec des assos, de faire découvrir un certain nombre de choses aux élèves et aussi, surtout, impliquer les parents. C'est important. Il y a une petite question que je pose souvent. Vous avez des enfants ou pas? Non, pas encore. Ok. Est-ce que quand vous allez avoir des enfants, si vous en voulez, vous allez les mettre dans le privé ou dans le public? Je sais pas, hein. Franchement, moi j'ai toujours été un fervent défenseur de l'école publique. Mais aujourd'hui, je comprends aussi et je ne jetterai jamais l'opprobre aux parents qui mettent leur enfant dans l'école privée. Parce qu'aujourd'hui, parfois, s'ils le font, c'est qu'on n'a pas été à la hauteur de pouvoir revaloriser l'école publique. Ouais. Et ce que les parents ils veulent pour leur enfant, chaque parent, il veut le meilleur. Donc du coup, si tu as les moyens et si tu sais que l'école publique ne peut pas compenser les manquements et un accompagnement dans des conditions bien de ton enfant, finalement, si tu as les moyens de le mettre dans le privé, naturellement, tu vas le mettre dans le privé. Là, c'est pas du militant. Quand il s'agit des enfants, c'est pas une question de militantisme. Là, ouais, vous pensez là tu penses au bien-être et de ton enfant avant tout. Et je pense que chaque parent, il est comme ça. Donc, au contraire, moi, je suis pas pour confronter les uns et les autres. Si
aujourd'hui, si demain l'école publique répond à une meilleure éducation et dans les meilleures conditions pour mes enfants, bah, ils seront dans l'école publique. Et si ce n'est pas le cas, et si jamais j'ai les moyens, et si je peux les mettre dans l'école privée, bah, je les mettrai dans l'école privée. Et si je n'ai pas les moyens, bah, ils resteront dans l'école publique. Mais il faut se poser la question d'inverse. C'est-à-dire comment on fait pour que demain, l'école publique soit aussi soit plus compétitive, on va dire, et plus attractive pour les parents. Ouais, mais ce que j'ai retenu, c'est quand même que vous allez les mettre dans le privé. Hein? Vous allez les mettre dans Non, le j'ai privé. pas dit ça. J'ai dit que si jamais les écoles, je privilégie, je suis toujours un fervent défenseur de l'école publique. Okay. Moi, je viens de l'école publique. Mais il y a des manquements. Ouais. C'est compliqué. Et quand je vois, je suis tonton, j'ai mes soeurs et mes frères, j'ai des amis, ils me parlent des problématiques et tout, c'est compliqué. Ouais, des profs qui ne sont pas remplacés. Moi, j'ai fait une CP où pendant 1 an, j'avais pas de prof. Ah ouais, quand vous étiez en CP? J'ai dû redoubler une CP parce que j'avais pas de prof. Donc toute la classe a... Toute la classe a redoublé. Mais vous avez fait quoi du coup? Bah, on faisait des coloriages, on s'occupait, on était à droite à gauche, on venait à l'école mais sans avoir de prof. Tu vois, et ça c'est aussi une réalité. Moi je l'ai vécu ça. Donc je jette pas l'opprobre sur l'école publique, mais il faut qu'on mette à niveau l'école publique, qu'on mette plus de moyens là. On sucre des moyens, qu'on paye bien les profs, qu'on les mette dans des bonnes conditions, qu'on essaye de rénover les écoles, qu'on fasse un travail de profondeur pour faire en sorte qu'on arrive à avoir... Et c'est l'avenir. Investir dans l'école, c'est investir dans l'avenir. C'est pas des dépenses. Voilà. Ouais. C'est ce que je crois. Surtout qu'il y a vraiment des écoles là, dans le 93... Qui sont catastrophiques. Qui sont... Ils sont laissés à l'abandon complètement. Ouais. C'est même pas... C'est sans respect pour les enseignants, pour les élèves, pour tout le monde. Vous l'avez bien vécu, vous, votre scolarité? On peut dire ça. C'était compliqué parce que moi, j'étais un élève qui avait des capacités, mais qui avait du mal et qui était hyperactif, qui avait du mal à me canaliser toute la journée. Mais ça va. J'ai aimé l'école. Moi, j'ai arrêté l'école à 21 ans. Donc, quand je voyais que tous mes potes arrêtaient l'école à 16 ans, je crois que j'étais l'un des plus... De mes potes, j'étais l'un des plus âgés à continuer encore l'école. Vous avez fait un BTS après Non, j'ai pas fait BTS, j'ai entrepris direct après mon bac professionnel. Okay. Mais en même temps, moi, j'ai toujours aimé l'école. Mais c'est vrai que parfois, si t'es pas accompagné, c'est compliqué. Chez moi, mes parents, ils parlaient pas français, ils savaient pas lire. Et du coup, après les cours, il y avait des devoirs. Je pouvais pas demander à mes parents de m'aider. Je me débrouillais, il n'y avait pas d'aide aux devoirs. Un truc que tu comprenais pas. Soit tu le comprenais en cours, soit si tu comprenais pas en cours, c'était compliqué. Du coup, vous faisiez pas vos devoirs? Si, je faisais mes devoirs, mais je faisais ce que je pouvais. Okay. Et quand je pouvais me faire aider. Okay. Par le voisin, par les grands frères ou les grandes sœurs quand ils comprenaient, quand ils avaient le temps. Puis voilà. Okay. C'est pas évident. Est-ce que vous avez une ou deux propositions pour changer l'éducation? Pour moi, changer l'éducation, c'est ce que j'ai dit dans l'interview là. Ouais. Déjà, faire plus de liens entre l'entreprise et l'école. Même si les gens ne sont pas très favorables, et je pense que l'idée, elle n'est pas trop sexy pour les écoles, on va dire, mais pour moi, c'est primordial. Et surtout, revaloriser les profs, mettre les écoles à niveau dans les bonnes conditions. Il y a un vrai travail de fond, et donner l'autorité, la responsabilité au directeur d'école. C'est important. On ne peut pas donner la responsabilité sans l'autorité. Des profs, de choisir ses profs, de choisir son contenu pédagogique. Un peu donner une piste de liberté, on va dire. Comment ça a explosé les déterminés? Je sais pas, c'est le travail, surtout le travail, les opportunités, les rencontres, et surtout savoir passer les messages à la cible. Et surtout l'action. L'action, le concret. C'est ça qui fait la différence. Vous êtes un travailleur acharné ou? Je travaille beaucoup. Beaucoup. Acharné, je sais pas si c'est le terme qui correspond, mais je travaille beaucoup. Parce que j'entendais Pharrell Williams qui disait qu'il se réveillait à 5h du mat et qu'il faisait son sport de 5h à 5h30. Ah, moi, je fais beaucoup de sport. Hein. Et qu'après, il prenait un bain chaud et un bain d'eau glacée. Il a raison. Et du coup, je me disais... Ah ouais. Mais moi, tu as vu le sport? Je vais faire 10 km. Ah ouais. Et je rentre le soir. Et après, j'enchaîne une journée de travail. Okay. Mais c'est important parce que nous, on a des grosses journées de travail. Physiquement, on encaisse beaucoup. Et si tu prends pas soin de ton corps, en faisant du sport, etc., tu peux être fatigué, tu peux ne pas être concentré, tu vois, tu te laisses aller.
Ouais. Donc le sport est hyper important parce que pour moi, ça régénère, ça redonne de l'énergie et t'enchaînes. Et vous avez ça libère la tête surtout. Ouais. Bonne alimentation aussi ou pas? Ouais, j'essaye, après je mange un peu tout, je me prive pas, moi je suis pas au régime, mais voilà, je vais pas aller manger des pizzas tous les soirs, ou un grec, ou des burgers et tout, etc., ou des trucs au chocolat avec... Non, je limite, je contrôle. Je peux manger ça une fois dans la journée, une fois dans la semaine, mais après je vais essayer de manger plus équilibré, et même moi je me sens mieux. Ouais. Quand je mange moins, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'espace, etc. Mais je me prive de rien, quoi, en même temps. C'est pas assez... Ça fait partie de... Vous écoutez votre corps, quoi. Voilà. Ça fait partie de moi. Et même mon corps, je le respecte. C'est bien. Pas les envies, sinon tu manges tout et n'importe quoi. Et tu vis qu'avec les envies, quoi. Ouais, c'est vrai. Faut se limiter un peu. Ouais. Faut pas... Faut gérer. Ouais. Chacun, il gère comme il veut. Mm. Il y en a, s'ils aiment bien la bouffe, moi j'aime bien... Voilà. Chacun, il gère. Ouais. Justement, Pharrell Williams, il disait pour réussir, il faut éliminer ce qui nous déconcentre. Donc, tout ce qui est distraction, faut enlever. Important. Après, faut se faire plaisir. Bah oui, il faut quand même kiffer la vie. Ouais. Après, voilà, c'est des conseils. Bon, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Bah oui, on a des émotions, un coup ça va, je trouvais ça dur. Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais lui, il est pas humain, c'est ça le truc. Voilà, après, il y en a, leur vie, c'est ça. Hein. Moi, c'est pas ça. Ok, bah merci beaucoup, Moussa, en tout cas. Voilà. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Pour ne rien manquer de nos actus, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, @verslhaut, et sur notre site internet verslhaut.org. Bye!